vous encore cette semaine. Et oui, c'est merveilleux, c'est Et plaisant. beaucoup de matière à parler toujours. Ah oui, on va essayer de poursuivre ce qu'on avait commencé la semaine dernière. Oui, bien, on avait parlé la semaine dernière de un peu la naissance, hein, c'était ça. Oui. Et moi, j'aimerais que, bon, tu nous as parlé de plein d'affaires, comment qu'on se prépare pour venir, puis tout ça. Mais comment ça fonctionne? On avait parlé beaucoup du plan de vie, oui, en du fait. plan de vie, C'est ça. On oui, avait abordé ça. un peu la naissance. Aujourd'hui, on va vraiment s'attarder à la OK, naissance. on y va plus en profondeur. Ouais. Alors, OK. en fait, le plan de vie, comme j'expliquais la semaine dernière, il n'y a rien qui est laissé à la légère. On prépare ça en période d'ératicité avec nos guides. Quand on est plus évolué, un esprit plus avancé. Quand on est un esprit plus jeune, il va se garrocher dans la vie comme ça, va vivre des choses, tout ça, ne prendra pas le temps de se préparer. Mais les guides l'ont fait pour eux. Mais souvent, il y a des conséquences un petit peu plus grandes à tout ça. Mais notre plan de vie, c'est ça. Alors, dans notre plan de vie, ce qu'on disait, c'est qu'on préparait tout. Hein? On prépare, en fait, les grands buts de notre vie. Donc, les choix de nos parents, OK? Oui. Notre état de santé, très important. Le choix des conjoints. Les personnes qui vont faire partie de notre vie, les enfants qu'on va avoir, tout est déjà prévu, les épreuves qu'on va venir surmonter et le moment de notre mort aussi. Aussi? Oui, tout est planifié d'avance. Alors, c'est pas vrai que quelqu'un qui meurt d'une façon tragique, peu importe l'âge, que, mon Dieu, souvent les gens ont tendance à dire, et souvent parce que c'est souffrant, c'est pénible pour ceux qui restent, hein? Ah, mon Dieu, il est mort ben trop jeune, ou ça n'aurait pas dû arriver, mais en fait, si on prend la peine d'observer tout ça, on voit bien que à juste le temps avant que la personne décède, soit par accident ou qu'il se passe quelque chose, souvent, quand on fait le bilan des derniers moments qu'elle a vécu sur Terre, on se rend compte qu'en fait, elle est venue voir tout le monde, elle a dit bonjour à tout le monde. Sans le savoir inconsciemment, elle a fait ses adieux aux autres autour. Et c'est vraiment parce qu'on planifie notre plan de vie. OK? Dans notre plan de vie, on planifie le moment de notre mort. On sait déjà, avant même de s'incarner, de quelle façon on va mourir. Parce que souvent, on pense, ou même il est dit, on a une destinée et c'est ça qu'on doit vivre. Et c'est ça. Bien, la destinée, c'est ça. Hein? En fait, c'est le plan de vie qu'on a préparé. Sauf que c'est pas tous les petits détails de la vie. On a quand même un libre arbitre, comme j'expliquais. Mais le libre... Ça, la vie terrestre s'en occupe, de tout nous mettre les détails pour qu'on essaie de passer au travail. Et le libre arbitre, comme j'expliquais, quand on est incarné dans la matière, quand on vit une vie en tant qu'être humain, on a le libre arbitre de faire le bien, de faire le mal, de décider d'évoluer, de comprendre les expériences qu'on vit, ou bien de stagner, de ne pas comprendre, de ne pas vouloir évoluer et de continuer dans nos niaiseries ou peu importe. Là, oui, puis ce que tu disais, c'est qu'à partir du moment qu'on va être sur la Terre, on n'aura plus ce libre arbitre-là. Il va falloir vivre avec ce que les guides vont nous avoir donné, tout simplement. Ça. Alors, sur Terre, c'est simplement ce qu'on peut faire, tandis que quand on est dans l'au-delà, on peut étudier, on peut faire le retour sur ce qu'on a vécu sur Terre, on prépare ce qui s'en vient, on récupère, on peut prendre un temps de repos parce qu'on en a besoin en tant qu'âme, parce qu'on a vécu une vie très difficile antérieurement. Alors, on décide de tout. On a un beaucoup plus grand libre arbitre que quand on est sur Terre. Ah, j'aime ça parce que si on y va dans cette philosophie-là, ça veut dire qu'on décide de notre vie. C'est nous autres qui le faisons avant d'arriver. C'est ça. Ça veut dire que ce qui t'arrive dans la vie, arrête de mettre la faute sur les autres parce qu'en fait, c'est toi. Oui. C'est toi. Et si tu comprends une expérience dans ta vie, ben c'est comme j'expliquais il y a plusieurs émissions, c'est un acquis éternel. Alors, plus jamais tu n'auras à venir réexpérimenter cette expérience de souffrance-là parce que c'est un acquis éternel. OK? Donc, c'est jamais la faute des autres. On n'est pas victime quand on vient sur Terre. On est responsable de tout ce qui nous arrive. C'est bien important. Donc, on disait qu'on préparait notre plan de vie. Puis là, je vais m'attarder à, en fait, le choix de nos parents. C'est drôle, ça. Hein? Des fois, on vit avec des parents, puis on se dit... si j'allais à choisir, je ne prendrais pas ceux-là. On chicane avec nos parents, puis des fois, il y a des êtres, il y a des personnes qui ne parlent plus à leur mère, ne parlent plus à leur père toute leur vie. Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens ce qu'ils m'ont fait vivre. Ou même des fois, des parents qui c'est de l'abus. Il y a plein de choses qu'on vit. Hein? Il y a plein d'expériences souffrantes que là, on n'ose pas trop aborder parce qu'on veut pas dramatiser les choses. Mais oui, peu importe. Les parents qu'on a, on les a choisis. OK?
parce que, encore une fois, on en avait besoin pour notre incarnation. OK? Il n'y a rien qui est laissé à la légère. On prépare tout ça avec nos guides. OK? Alors, en fait, il n'y a rien au hasard. On choisit la famille dans laquelle on va s'incarner sur Terre. On choisit notre père, on choisit notre mère. On les choisit pour le bagage génétique qu'ils ont besoin de nous donner. Et pas juste ça, aussi parce qu'au niveau de la génétique, on sait très bien que les talents qu'on a, les capacités artistiques, les capacités intellectuelles, les capacités... Alors, ça vient du bagage génétique, mais c'est tout choisi avant, selon ce qu'on a besoin pour venir travailler. Alors, si un âme a besoin de venir comme but travailler son plan intellectuel, elle va choisir des parents biologiquement qui vont avoir être capables de lui donner le corps en sorte qu'elle soit intellectuellement capable de venir travailler ça. Et d'évoluer selon son plan de vie. Oui. OK? Alors, on choisit nos parents selon ce qu'on a besoin biologiquement. Okay. Il y a peut-être des fois où on a besoin génétiquement de tels parents pour avoir tel corps, parce qu'on vient travailler, on a décidé de notre état de santé, en fait. Okay, ça peut être un autre exemple que je peux donner. Et les parents ont héréditairement en eux le diabète. Je pourrais donner comme exemple. Hein, on sait que le diabète est héréditaire. Donc, biologiquement, l'enfant, l'âme, elle a besoin d'avoir des parents qui ont ça dans leur code génétique, tout ça. Alors, elle va choisir des parents en fonction de ça. Parce que elle, son état de santé, c'est ce qu'elle vient travailler. Elle a besoin d'avoir des parents comme ça, okay, pour comprendre des choses. OK? La dépendance au sucre. Hein? Être dépendant au sucre, c'est une sorte de dépendance comme la drogue ou l'alcool. Oui, c'est la même affaire. Alors, c'est quoi, hein? C'est quoi tout ça? Donc, c'est endommageable aussi. Tu as des choses à comprendre là-dedans. OK? Alors, c'est encore une leçon de vie que l'être humain a besoin de vivre et elle choisit les parents en fonction de ça. OK? Il y a plusieurs âmes qui peuvent postuler. Oui, c'est ça, je me disais, il peut y avoir plusieurs âmes qui choisissent le même parent ou le même homme, la même femme? La guerre va prendre, là. Oui. Bien, il n'y a pas de guerre qui prend, parce que de l'autre côté, c'est l'amour. C'est l'amour. Mais en fait, oui, OK. De l'autre côté, il y a plusieurs âmes qui vont postuler pour tel ou tel parent. C'est drôle, hein, on dit postuler comme si on était sur Terre avec... Mais ça marche un peu pareil, là. On va prendre 2 minutes, oui, là. On va réfléchir à tout ça, puis on va revenir avec ça pour la... Qu'est-ce qu'on a choisi comme parent? C'est ça, OK. On est de retour, Brigitte, et un peu avant la pause, tu nous disais qu'on pouvait choisir nos parents et qu'il pouvait même y avoir plusieurs âmes qui choisissent la même personne. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? OK. Bien, en fait, c'est ça. Quand on est de l'autre côté, l'âme prépare son incarnation et là, elle a ciblé tel ou tel parent qui pour lui venir en aide. Ça va la faire évoluer, ça va la faire grandir. Et il faut savoir que les âmes vont toujours choisir, pour la plupart du temps, de s'incarner dans la même famille. Donc, je vis une vie sur Terre avec un père, une mère, des frères, des sœurs, des mon oncle, des ma tante. Oui. Quand on part, on quitte de l'autre côté, quand on veut revenir s'incarner, on choisit toujours de revenir dans le même réseau familial. OK? Alors, ta mère, dans une vie, OK, a pu être ton père, ton frère, ta sœur. L'âme, elle choisit toujours les mêmes personnes. Il y a des raisons à ça. C'est qu'il y a un attachement au niveau de l'amour, au niveau des âmes, parce qu'on se regroupe toujours par famille d'âmes, mais il y a aussi des karmas que tu as à régler avec des personnes. Tu vis des choses dans une vie avec ton père et ta mère. OK? Tu vis des conséquences. Il y a des conséquences aux gestes que tu poses et tu as des choses à régler avec ton père ou ta mère, des conséquences à régler. Tu n'es pas capable de le faire dans cette vie-ci. Alors, tu vas revenir dans le même réseau familial. Ça ne sera pas ton père, ça va peut-être être ton enfant. Mais sauf que tu vas venir régler le karma que tu avais à régler avec lui. Alors, si tu l'as fait souffrir en lui... en l'abandonnant, OK? Peut-être que quand tu vas revenir dans un autre corps,
dans le même réseau familial et que c'est ton enfant, OK? C'est ton enfant qui va t'abandonner. Ah. Et toi, mais ton enfant, c'était ton père dans ton ancienne vie. OK? Et tu viens comprendre ce que tu lui as fait vivre, tu viens régler ton karma, tu viens régler les conséquences. OK? Alors, si je reviens au choix des âmes, OK? Donc, comme on choisit et comme on se réincarne toujours dans le même réseau familial, des fois, il y a plusieurs âmes qui postulent pour le même papa ou la même maman, parce que biologiquement, ils ont besoin génétiquement du corps physique là en question. Alors, c'est le dernier mot, OK? Plusieurs postulent, puis tout le monde se prépare, chemine, et le dernier mot, c'est la source. La source qu'on appelle Dieu, qu'on appelle la présence, qui va donner le dernier mot et qui va autoriser à telle âme de le faire. Et c'est toujours par l'intermédiaire des guides. Hein? Parce que de l'autre côté, dans l'au-delà, ça pourrait être d'autres sujets de conversation, d'expliquer comment ça fonctionne. La préparation vraiment particulière là, pour chaque âme, comment ça marche. Mais, en fait, c'est ça. Donc, l'âme choisie, le dernier mot est donné par la source et elle s'incarne. Là, on pourrait poser des questions oui, mais l'adoption, hein? Oui, ça peut arriver. Quelqu'un qui se fait adopter, c'est-tu parce qu'elle l'a préparé, qu'elle l'a décidé d'avance? Quelqu'un qui se fait abandonner et qui est élevé de famille d'accueil en famille d'accueil ou qui est élevé... L'avortement, toutes ces choses-là. Il n'y a rien qui n'est pas préparé d'avance. OK? Si tu as besoin biologiquement de tel parent, physiquement, le bagage biologique, mais que tu as besoin pour bien réussir ton but d'incarnation, d'un autre parent qui, elle, a le talent artistique, c'est-à-dire qui va avoir le sens moral. Je vais laisser le talent artistique, je passerai à d'autres choses, mais qui a le sens moral très développé, et que toi, tu as besoin génétiquement d'avoir tel parent qui, eux, génétiquement, ont tel corps. Et là, mais tu as besoin de parents beaucoup plus évolués moralement pour ton cheminement de but d'incarnation. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'au moment de la naissance, tes parents ne pourront pas te garder. OK? C'est déjà tout planifié d'avance. Et si tu es adopté dans une famille, c'est que c'était planifié et préparé d'avance. Il n'y a rien qui arrive pour rien. OK? C'est vraiment comme ça. Alors, il ne faut pas en vouloir à nos parents qui nous abandonnent. Il faut comprendre en fait, c'est nécessaire parce que c'est ce qu'on a choisi. Oui. OK? Si on est abandonné, qu'on vit en famille d'accueil, il ne faut pas en vouloir à nos parents. Il faut comprendre que c'est nous-mêmes qui avons choisi cette incarnation-là parce qu'on a des choses à comprendre là-dedans, à apprendre. Oui. Donc, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. L'infirmité d'une personne aussi. Oui, hein? Ça, c'est la même chose. Souvent, si je ramène aux causes et aux conséquences des gestes qu'on pose, bien, il y a plusieurs choses. Si génétiquement, en tant qu'âme, tu décides de venir expérimenter la vie dans un corps défectueux, de comprendre le regard des autres sur toi parce que tu vis une infirmité, de comprendre en tant qu'être humain, en tant qu'âme, être humble, OK, du regard des autres, de développer l'amour en toi, puis le jugement des autres, en fait. Hein? Bien, tu vas choisir des parents biologiquement qui vont construire un corps qui va être défectueux. Okay. Et quand tu t'incarnes dans le corps, quand l'âme s'incarne dans le corps défectueux du petit bébé, c'était déjà préparé d'avance, ça aussi. C'était voulu, ça aussi, parce que l'âme a voulu venir vivre une incarnation dans un corps défectueux pour comprendre des choses, encore une fois. Hein? Oui. Mais ça ne veut pas dire que l'âme n'est pas intelligente et pas évoluée. Non. C'est pas ça. Alors, on parle de physique, là, mais intellectuel, c'est la même affaire. Hein? Oui. C'est le cerveau qui est défectueux. C'est la fabrication du corps qui est défectueux. C'est au niveau du cerveau. Mais ça n'empêche pas que l'âme qui s'incarne dans ce corps-là, elle est aussi intelligente et moralement brillante qu'elle était avant. Okay? Mais c'est quand elle se retrouve dans l'incarnation, dans le corps physique, il y a le voile qui se forme. Alors, on oublie qui on était, on oublie ce qu'on est venu préparer. Et là, on vit
on vit ce qu'on a à vivre sur Terre. Donc, il n'y a rien qui arrive pour rien. Tout est planifié d'avance. On vient de planifier une publicité. Ah, parfait. OK. C'est beau. Toujours avec Brigitte qui va tenter de nous expliquer les secrets de la vie éternelle, presque, parce que là, on est dans l'au-delà et il est possible de vivre toutes sortes d'affaires. Mais ce que j'aimerais savoir, est-ce que on a... tu nous disais qu'on vit toutes sortes d'expériences, on vient expérimenter sur la Terre. Est-ce qu'on doit vivre... comment je dirais ça, différentes épreuves pour devenir encore plus lumineux, plus s'approcher de l'amour qu'on veut? Oui, en fait, bien, on expérimente tout. Hein? On vient expérimenter tout. OK? Oui. En tant qu'âme, moi, là, ça veut dire que je vais expérimenter toutes sortes d'affaires. Tu en as déjà expérimenté Oui. beaucoup, probablement, parce que écoute, des incarnations, on peut en avoir eu des centaines, des 200, des 300. On peut en avoir vécu beaucoup, en fait. OK? L'âme, pour être devenu ce que tu es là présentement, Alain, tu as vécu beaucoup de choses avant. Sur le plan moral, le plan intellectuel, tu as des connaissances, tu as des dons, des talents, tu as beaucoup de choses acquises. Oui. Alors, ça te vient des vies antérieures, comme j'expliquais. On expérimente tout. Quand on arrive de l'autre côté, c'est comme un grand livre dans lequel on fait le bilan de notre vie, OK? Et on se souvient de tout ce qu'on était avant. On se souvient, on fait le bilan de tous nos acquis et de ce qui nous reste à accomplir avant d'arrêter de vivre l'incarnation sur Terre. Et on expérimente tout. On expérimente d'être dans une autre race, autre nationalité, autre couleur. On expérimente de venir vivre dans un corps de femme, dans un corps d'homme. On expérimente de mourir de la maladie. On expérimente de vivre de mourir dans la brutalité. On expérimente... l'homosexualité. Tout ça, on expérimente tout. OK? Qui fait en sorte que c'est le but de vivre sur Terre, c'est de goûter à la matière. C'est le seul moyen pour l'âme de venir évoluer rapidement et d'expérimenter la matière. Parce qu'en tant qu'âme, de l'autre côté, on ne peut pas vivre comme ça. Alors, c'est un outil très utile pour l'âme, mais très souffrant en même temps, très pénible pour une âme de s'incarner sur Terre, mais en fait, c'est un très grand outil. Si je t'explique vite, juste un exemple, pour t'exprimer un peu comment des fois ça peut être complexe, on parle de l'homosexualité, tu m'en as parlé, mais en fait, si quelqu'un qui est homosexuel, en fait, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, OK, présentement, a décidé de venir s'incarner dans un corps comme elle est là, mais dans son ancienne vie, probablement, et de plusieurs autres vies, OK, parce que tu restes imprégné de ce que tu es, hein, tu travailles la féminité, la masculinité de l'être. Alors, l'âme est plus féminine dans ton périsprit, et emmagasiné ça, l'âme est plus masculine. Donc, dans une vie, ou dans plusieurs vies, tu viens expérimenter, en tant qu'âme, de vivre dans un corps féminin. OK? Et tu penses comme une fille, tu es une fille, tu vis comme une fille. C'est différent, une fille et un gars au niveau de la pensée. Et tu retournes de l'autre côté, et là, tu décides en tant qu'âme de venir expérimenter dans un corps d'homme. Okay. Alors, tu viens dans un corps d'homme. Pour certains... Hein? Tu n'es pas tout à fait prêt. Bien, pour certains, la transition se fait bien. Oui. OK? Alors, on va voir que l'homme est peut-être plus efféminé, mais il va quand même se marier, aimer les femmes et avoir des enfants. Mais il y a des hommes ou l'inverse, où il y a des femmes qui ont expérimenté le côté masculin plusieurs fois et qui reviennent dans un corps féminin, qui, eux, n'ont pas. La transition se fait moins bien un peu et ils pensent comme un homme et où ils pensent comme une femme, mais ils ont un corps d'homme. Alors, qu'est-ce qui les attire? Hein? C'est les hommes parce qu'ils pensent comme une femme. Ouais. Alors, leur féminité, leur sensibilité est très développée. C'est un apprentissage, encore une fois. Et l'homosexualité s'explique très bien comme ça. Ben oui. Tu sais, on se pose la question, c'est pas une maladie, c'est rien. Ça fait longtemps qu'on a passé outre ça. On comprend. On est comme ça, hein? On est comme ça et c'est nous. Mais quand on veut comprendre pourquoi c'est ça, bien, c'est tellement facile de comprendre avec ce principe-là. C'est dans nos vies. Puis c'est on dans a nos des vies. Choses à régler. On a choisi d'être quelqu'un d'autre. Puis là, bien, il faut s'adapter. On vient expérimenter dans un corps d'homme. Mais on a vécu plusieurs fois dans un corps de femme, alors on reste avec nos pensées. Je vous ai dit que quand on traversait de l'autre côté,
on est ce qu'on est, on reste ce qu'on est. Si on est toutes nos attirances, toutes nos faiblesses, tous nos acquis, on reste ce qu'on est au niveau de notre sensibilité, au niveau de nos préférences, de nos goûts, la même chose. Oh mon Dieu, qu'on vient de régler des... Ouais, c'est le fun, hein? Oui. On a-t-il une petite histoire, parce que le temps encore Oui, va très vite. c'est une petite histoire, oui, elle est tout simple. En fait, c'est l'histoire du sac à clous. Aujourd'hui, je vous explique affaire ça. d'homme. Ça parle un peu de karma, en fait, de ce qu'on fait aux autres, des choses qu'on fait aux autres. OK. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui avait mauvais caractère. Un jour, son père lui donna un sac de clous et lui dit qu'à chaque fois qu'il perdrait patience, il devait planter un clou derrière la clôture. Le premier jour, le jeune garçon planta 37 clous derrière la clôture. La semaine qui suivit, à mesure qu'il apprenait à contrôler son humeur, il plantait de moins en moins de clous derrière la clôture. Il découvrit qu'il était plus facile de contrôler son humeur que d'aller planter des clous derrière la clôture. Le jour vint où il contrôla son humeur toute la journée. Après avoir informé son père, ce dernier lui suggéra de retirer un clou chaque jour où il contrôlerait son humeur. Okay? Les jours passèrent et le jeune homme put finalement annoncer à son père qu'il ne restait plus aucun clou à retirer de la clôture. Son père le prit par la main et l'amena à la clôture. Il lui dit, « Tu as travaillé fort, mon fils, mais regarde tous ces trous dans la clôture. Elle ne sera plus jamais la même, la clôture. À chaque fois que tu perds patience, cela laisse des cicatrices exactement comme celle-ci, autant sur toi que sur les autres. Tu peux enfoncer un couteau dans un homme et le retirer. Peu importe combien de fois tu lui diras être désolé, la cicatrice demeurera pour toujours. » Ah, c'est le fun. Puis c'est le fun parce que ça a un lien avec tout ce qu'on a parlé. C'est génial. Bien, merci beaucoup, Brigitte. Merci beaucoup à vous de nous suivre et d'être là. Si vous avez des questions, n'oubliez pas. Oui, c'est facile. tvilito.pascal@commercialglobtrotter.net. Vous pouvez même appeler au bureau. Je suis souvent ici, ce temps-ci. On va se parler, puis je vais noter vos questions sans problème. Puis on va les poser avec plaisir à Brigitte. Merci. Merci.